Salut à tous, on est de retour pour le débrief de l'épisode 3 de la saison 7, un épisode très bavard, la grande partie d'échecs continue. On en parle tout de suite dans le meilleur de l'after. Cersei est clairement la grande gagnante de cet épisode, aux dépens de la pauvre Daenerys qui a quand même énormément de problèmes dans sa conquête des 7 couronnes. Elle vient en l'espace de 3 épisodes de perdre tous ses alliés. Alors qu'on la croyait invincible en début de saison, on voit clairement qu'elle flanche sous aussi des mauvais conseils de Tyrion, faut quand même le reconnaître, qui se révèle être un stratège pas si bon que ça en tout cas. On a vu les Greyjoy et les Dorniens tomber dans l'épisode précédent. Les conséquences sont que Euron revient à King's Landing triomphant avec le cadeau promis à Cersei pour obtenir sa main. Si, comme on pouvait s'y attendre, il garde Yara pour lui parce qu'il va lui réserver un petit sort comme il sait si bien le faire avec sa cruauté habituelle. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le cadeau d'Euron nous offre une scène de cruauté comme on les aime, avec Cersei qui se révèle toujours d'une imagination incroyable puisqu'elle met face à face la mère et la fille, qu'elle embrasse la fille avec le poison qui a tué Myrcella et qu'elle condamne Ellaria à regarder sa fille pourrir jusqu'à la nuit des temps. Euron qui n'oublie pas au passage de rappeler sa promesse à Cersei et donc de lui dire quand est-ce qu'on va se marier. Elle lui promet un mariage après la guerre, autant vous dire que moi j'y crois moyen. La seule chose qu'on peut admettre, c'est qu'on a un couple un peu infernal, les deux plus cruels de la série, qui vont s'allier et je pense que ça risque de faire des étincelles. Aux grandes dames du frère de Cersei, Jaime, mais qui du coup se fait pas mal narguer par Euron, le pauvre, et ça parle de doigts dans le cul, ça parle de machin, je pense qu'il doit moyennement apprécier. En parlant de Jaime, on connaissait ses talents de militaire et de stratège, il en a encore fait la preuve puisqu'il est le responsable de la perte des troisièmes alliés de Daenerys qui sont les Tyrell. Une victoire militaire d'autant plus importante pour Cersei puisque on la voit parler avec Braavos qui est donc la banque qui a prêté énormément d'argent aux Lannister, donc ils doivent énormément d'argent. Or ça tombe bien, les Tyrell sont quand même la famille la plus riche de Westeros. On pouvait s'y attendre dans cette saison, c'est arrivé beaucoup plus vite que prévu, en tout cas que moi je ne m'y attendais. C'est la chute définitive de Mamie Tyrell qui avant de mourir n'oublie pas de laisser un petit cadeau à Cersei et à Jaime en révélant que, eh bien oui, c'était elle qui était responsable de l'empoisonnement de Joffrey. C'est une nouvelle en tout cas qui risque d'avoir pas mal d'implications puisque Jaime apprend que son frère a été présumé coupable alors qu'il est innocent. Cersei va comprendre que c'est ni son frère ni Sansa qui sont responsables de son fils. Qu'est-ce que ça va changer? En tout cas, je pense que ça va changer quelque chose dans les liens qui unissent Jaime et Cersei. Jaime commence à un peu douter de sa sœur et on voit le visage un peu livide de Jaime qui réalise que sa sœur s'est entêtée, s'est vraiment mis dans la tête un peu une sorte de folie, que c'était Tyrion le responsable et qu'il fallait absolument qu'il meure. Est-ce qu'on serait pas face à l'élément déclencheur, ou en tout cas l'élément perturbateur, de ce qui pourrait commencer à vraiment faire basculer Jaime dans la peur, réaliser la cruauté de sa sœur? Est-ce qu'il ferait pas un acte désespéré pour sauver son frère Tyrion de sa sœur? Je pense en tout cas que les indices s'accumulent pour nous dire que Jaime marche tout droit vers l'assassinat de sa sœur. Jaime fait en plus d'une pierre deux coups en mettant hors jeu les Immaculés, ou en tout cas en les immobilisant, puisqu'il les a laissés conquérir Casterly Rock, mais qu'il les a, avec l'aide de la flotte de Euron, immobilisés. Ils ont plus de bateau, et le seul moyen de rejoindre leur maîtresse, c'est à pied, donc ce qui risque de prendre un bout de temps, sauf si tu marches à la vitesse de Jon. Au fur et à mesure que les défaites militaires s'accumulent, on voit en tout cas le comportement et la psychologie de Daenerys changer. Dans tous les dialogues qu'elle a avec tous les personnages de la série, ses conseillers, etc., elle insiste beaucoup sur le fait de ne pas régner sur un tas de cendres, elle a envie de régler ça pacifiquement, en tout cas de trouver un moyen de régner sans tuer tout le monde. Sauf que on voit que plus elle perd, plus elle s'agace, et plus elle commence à être impatiente, elle a envie de prendre ses dragons, d'aller tuer Euron. On sent qu'il y a deux personnalités qui luttent en elle, une qui a envie vraiment d'être cette reine bonne qu'elle défend et qui est magnanime vis-à-vis de ses sujets, mais on sent qu'il y a, c'est familial peut-être aussi, c'est lié à son père, mais on sent qu'il y a un monarque un peu fou et un peu guerrier et sanglant qui sommeille en elle et qui peut très bien se réveiller assez rapidement. Du coup, l'arrivée de notre bon ami Jon Snow tombe à pic pour Daenerys puisque c'est un allié potentiel. On attendait ça avec impatience. On a enfin la première rencontre entre deux des grands personnages emblématiques de la série. Comme prévu, les négociations, les tractations ne se passent pas facilement. Jon Snow veut pas plier le genou devant Daenerys. Lui veut alerter Daenerys sur le fait que les White Walkers arrivent. Elle a un peu du mal à le concevoir. Elle va pas suivre quelqu'un et engager son armée dans un combat qui lui paraît totalement lointain et inutile. On peut quand même dire que Jon Snow remporte un peu cette bataille psychologique puisque sur les conseils de Tyrion, Daenerys accepte de laisser exploiter les réserves de Verdragon qui se cachent en dessous de Père-Dragon. En tout cas, ça pose la question de est-ce que Jon Snow va s'éterniser à Père-Dragon? Est-ce que tout le temps d'installer tout ça, il va rester avec Daenerys et Tyrion et donc former ce fameux trio dont il y a beaucoup de spéculations autour? Est-ce que ce seraient les trois Targaryens et les trois personnes capables de diriger des dragons?
Du fait de l'absence de Jon Snow, Winterfell est aux mains de Sansa, qui se prouve être une bonne chef, qui en tout cas a des vraies valeurs de commandant. Ce qui m'ennuie un peu, c'est, comme d'habitude, je me répète, mais je trouve qu'il a une très mauvaise influence et il est très dangereux, c'est qu'elle a le fameux Littlefinger à ses côtés qui commence à lui susurrer des douces pensées à l'oreille, un peu un Grima langue de serpent dans le Seigneur des Anneaux, et commence à lui influer des mauvaises idées. Au-delà d'une bonne reine, on voit surtout que Sansa est capable de prendre vachement de recul, de voir les choses assez loin sur le long terme, et ça fait du coup une sorte de personnage un peu à part, qui est pas dans les petites guéguerres, pas dans l'instant présent, et qui voit assez loin, à tel point qu'on en est à se demander est-ce que ce serait pas au final celle qui survivrait à toutes ces guerres et qui serait un peu le dernier personnage emblématique de Goth. Pour finir avec Winterfell, le point d'orgue, c'est le retour de Bran au pays, et donc les retrouver avec sa sœur qui est émue aux larmes, lui qui est stoïque, qui est devenu hyper glauque, je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment le mec le plus dark qui soit. Il est là pour une seule chose, ce qu'on attend, c'est-à-dire révéler à Jon Snow ses vraies origines, et donc lui dire, mec, t'es un Targaryen. Alors j'en ai pas parlé à sa juste valeur jusque là, mais c'est parce que c'est très clairement le MVP de cet épisode, c'est Cersei. Elle en a clairement plus rien à foutre de rien, que ce soit la relation avec son frère, on le voit très bien dans une scène assez marrante d'ailleurs où la servante hallucine un peu, lui est gêné, pas elle, elle s'en fout. Mais au-delà de ça, c'est surtout un monstre de cruauté, mais aussi d'habileté guerrière, puisqu'elle arrive à renverser la vapeur dans une situation qui paraissait mal embarquée. Elle a repris le contrôle des événements face à Daenerys, elle a capturé et elle s'est vengée de la meurtrière de sa fille dans une scène atroce de cruauté, mais qu'on aime aussi voir. C'est pour ça qu'on aime Cersei. Cersei, c'est clairement le personnage qu'on adore détester. C'est la grande méchante, pas la méchante grandiloquente à la Euron qui hurle partout, qui a du sang partout. Vraiment une cruauté un peu subtile auquel on est obligé de s'attacher. La raison pour laquelle Cersei est aussi stylée, c'est à mon avis parce que c'est son baroud d'honneur. Elle est condamnée à la fin de la saison. Du coup, faut s'attendre à la voir briller, à la voir donner énormément de mal à Daenerys et connaître pas mal de succès avant de tomber. Il y a une super théorie qui circule en ce moment sur le net et qui est sur les White Walkers et toujours cette question de comment vont-ils pouvoir franchir le mur. Vous vous souvenez que dans l'épisode 1, le limier a une vision dans le feu et il nous raconte que les White Walkers vont passer par là où le mur rencontre la mer, etc. Or, il se trouve qu'il ne croit pas si bien dire. Beaucoup d'entre vous ont remarqué un changement dans le générique qui pourrait nous indiquer la manière avec laquelle les White Walkers vont franchir le mur. Jusqu'à présent, le générique, ou en tout cas la partie du générique qui montrait le mur entouré d'eau. Or, depuis la saison 7, on voit bien que winter is coming, winter has come, et du coup, les pans de mer qui sont à côté du mur ont gelé. Et donc, ça devient un vrai chemin praticable et qui n'est pas obstrué par un mur pour attaquer le nord. On sait que les images qui sont montrées dans le générique dans Game of Thrones sont très importantes. Il y a beaucoup de gens qui ont passé des heures à analyser tous les châteaux, les paysages, etc. Là, en tout cas, ça représenterait un vrai chemin beaucoup plus facile que d'attaquer frontalement le mur pour aller attaquer les humains qui sont en train on le voit, de se masser à Winterfell. Une autre théorie, et ce serait quand même quelque chose d'ultra stylé, le moment où Jon Snow arrive à Père Dragon, il est immédiatement, on n'a pas le temps de le voir s'installer, qu'il est immédiatement frôlé par un dragon. Ensuite, une autre scène, Daenerys lui présente ses dragons. Or, il y en a un qui s'appelle Rhaegar. On est obligé de penser immédiatement au fait que c'est le père de Jon Snow. À ce moment-là, comme un symbole, le dragon Rhaegar survole Jon. Est-ce qu'on y verrait un signe un peu avant-courrière de Jon Snow qui chevaucherait les dragons? En tout cas, on a tous envie de voir ça. Et puis enfin, il y a des théories qui circulent, et je peux comprendre parce que c'est un personnage sur lequel je me pose énormément de questions, des théories qui circulent sur Varys. J'ai vu des gens se demander s'il soufflait pas des informations à Cersei et que c'est pour ça qu'elle avait toujours un coup d'avance. Autant ça, je ne le pense pas parce que je sais que c'est deux personnages qui se détestent, mais on est en droit de se poser énormément de questions sur le personnage de Varys. On sait qu'il y a des choses cachées, on connaît peu de choses de son passé. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se trame, mais il y a quelque chose de très mystérieux qui se déroule avec Varys et je le vois pas rester comme ça. Je pense qu'il va prendre vraiment une importance décisive à un moment. Je sais pas comment, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi d'ailleurs. En tout cas, Varys a beaucoup plus de choses à cacher qu'on ne le croit. Pour cet épisode, j'ai mis la note de 3,5 sur 5. Je vais vous expliquer pourquoi. J'étais un peu déstabilisé en fait. On sait que dans Game of Thrones, tout est souvent question de temporalité. Or là, je me retrouve un peu dans un truc très étrange, c'est-à-dire que toutes les saisons d'avant étaient quand même s'étalaient en longueur. Beaucoup de gens d'ailleurs s'en plaignaient que certains épisodes étaient très lents, où beaucoup de petits indices étaient glissés, mais on savait pas vraiment pourquoi, on avait du mal à faire le lien. Et là, depuis que la fin officielle de la série a été annoncée, donc dans 2 saisons, enfin dans 1 saison et demie du coup, il semblerait que tout se soit accéléré. On voit Jon Snow qui part à la fin d'un épisode de Winterfell pour aller à Père Dragon et qui arrive dès le début de l'autre épisode. Tout est chamboulé et je sais pas comment l'appréhender. Et c'est ça même à l'intérieur des épisodes, c'est-à-dire que dans cet épisode par exemple, on a des temps vachement longs avec des dialogues très longs, très construits, on adore parce qu'on apprend des choses, etc. Et tout de suite après, on tombe sur une bataille qui est en train de se dérouler, qui prend 4 minutes et c'est réglé. Ça manque un peu de subtilité, je trouve, alors que c'était le fort
même un peu à l'extrême, mais c'était le fort de Game of Thrones avant, et là on est en train de perdre un peu ça. Typiquement, l'exemple de la guérison de Jorah, je suis très content, on s'y attendait une fois que Sam avait commencé, mais là on dirait qu'il vient de guérir d'une grippe et que tout va bien et que ça s'est fait en 4 secondes. Et du coup ça fait qu'on savoure un peu moins chacun des événements, puisque avant le Game of Thrones savait construire des attentes, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est un peu dommage. Au-delà de ça, c'est quand même des problèmes de riches, on a encore eu un épisode qui nous a réservé beaucoup de surprises, qui conserve, et c'est ce que j'aime, ce petit humour british qu'on n'avait pas forcément avant, mais là il est un peu accentué et j'adore. Et aussi toute une construction, le retournement de situation de Cersei et la manière avec laquelle elle arrive à inverser les forces, je trouve ça assez bien fait et ça promet beaucoup pour la suite. Alors en commentaire de la vidéo de la semaine dernière, beaucoup de gens se posaient la question de que va devenir Theon après son énième acte un peu de lâcheté. En tout cas, beaucoup de gens l'ont vu comme ça. J'aurais tendance à relativiser le Theon bashing. Je trouve que c'est un des personnages les plus humains de la série, qui au final on voit qu'il a quand même douillé toute la série, il a été torturé, etc. Je vous répète pas. Et il montre son humanité et effectivement il a fui. Il a fui parce qu'il a eu peur. Donc effectivement la question qu'on peut se poser c'est qu'est-ce qu'il va devenir, quel rôle il peut encore avoir sur l'histoire alors qu'il arrête pas de nous décevoir. Je pense que les scénaristes de Game of Thrones, en tout cas George Martin, sont plus filous que ça et je le verrais bien comme un symbole en tant que responsable de la mort de Euron et donc venger un peu sa famille. Je vois très bien une opposition, un face-à-face Theon-Euron qui peut en tout cas donner pas mal de spectacles. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve demain, comme d'habitude, pour l'analyse du trailer. Et la semaine prochaine, il y en a beaucoup qui vont être contents. Vous aurez l'honneur, l'immense honneur de retrouver Nora, qui sera à ma place, puisque moi je pars bronzer au soleil. Et oui, j'ai mérité. On se quitte avec la stat inutile de la semaine. C'est 13 minutes 04, soit le temps record avec lequel Jon Snow part de Winterfell et rejoint Père Dragon. Chapeau l'artiste. Comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao! Voilà, c'était officiellement la dernière fois que je pouvais clamer mon amour pour Euron, parce que autant vous dire que je pense que Nora, elle est pas du tout fan.